Bonjour à tous, vous êtes de retour sur la chaîne Basket Session pour un CQFR très chargé en infos. Il s'est passé beaucoup de choses cette nuit, Shai. Je te propose quand même qu'on commence avec les matchs et avec un à côté, en tout cas un fait de jeu, mais la blessure de Jason Tatum, on va commencer quand même par ça. Ça éclipse presque le résultat qui est pourtant très important, c'est-à-dire la victoire de New York contre Boston 121-113. Pourquoi je dis que ça éclipse un peu, c'est que Jason Tatum s'est blessé gravement à la jambe. Alors, il va passer une IRM aujourd'hui, mais on part quand même sur une grosse blessure qui serait du type déchirure du tendon d'Achille ou quelque chose comme ça. Ça ressemble malheureusement très très fort à une rupture du tendon d'Achille. On le dit souvent, c'est la pire blessure possible pour un joueur de basket. C'est toujours très compliqué. Il y a pas eu les examens n'ont pas encore été passés, les résultats n'ont pas encore été communiqués, mais sans contact comme ça sur un appui, la manière dont il se tenait après, dont il pleurait dans le vestiaire en étant escorté. Ça laisse pas trop de place au doute. Évidemment, j'aimerais te dire, il y a un espoir ou quoi. Je suis certainement pas médecin, mais on en a vu malheureusement un paquet des blessures de cet ordre-là. Ça peut ressembler un peu à ce qu'a subi Damian Lillard, par exemple, quand il s'est blessé. C'est dur effectivement, c'est dur de penser à autre chose parce que il s'est pas fait une entorse où tu te dis ok, cette post-saison là, c'est terminé, c'est pas très grave, mais cette blessure là. Il a que 27 ans, mais c'est très difficile de revenir à son meilleur niveau. Et il était dans ce qu'on considère généralement comme le prime. Donc, c'est assez terrible. J'aurais aimé évidemment que ça ne se passe pas. Cela dit, c'est pas cette blessure, je pense, qui a fait perdre les Celtics cette nuit. Je pense que les Knicks ont fait un match magnifique. Les Knicks avaient repris de l'avance quand Tatum se blesse. Ouais, il y a un 11-0 Voilà. avant la blessure de Il y a Tatum. 1-0, donc c'est pas les what if s'il s'était pas blessé machin. Je pense que là malheureusement c'est pas pertinent. Les Knicks ont fait un match vraiment magnifique en attaque, en défense. Tous, comme on regarde, si tu regardes juste le box score, tu te dis bon, Jalen Brunson, il est incroyable. On va reparler de son fameux plafond en commentaire. On nous disait vous dites que le plafond, il est incroyable. Ce joueur, il est totalement dingue. Mais là, l'ensemble des Knicks, l'équipe entière a été magnifique. Les passages de Bridges, d'Anunoby qui avait été discret sur le dernier match, de Kat aussi dans son registre, c'était une super performance des Knicks. Ils ont été à la hauteur après avoir été un peu moins bons quand même sur le match précédent à domicile. Et les Knicks sont à une victoire d'un retour en finale de conférence 25 ans après. Ouais, l'an 2000, la dernière, et c'était contre Indiana d'ailleurs. Très belle victoire des Knicks, je partage. Jalen Brunson, incroyable. 39 points, 39 points, 12 passes décisives, une qualité pour mettre des tirs. C'est simple en fait. Les Celtics ont longtemps essayé de mettre Derrick White dessus. C'est pas possible. Il peut pas. Derrick White, qui est pourtant un excellent défenseur, peut-être l'un des meilleurs de la ligue, il peut absolument pas. Il en avait marre. T'as vu, à un Défendre moment, il avait Brunson. Ouais. la première fois que je vois Derrick White dépité. Dépité C'est sur bon. les shoots. Bah ouais, la Ah ouais. qualité, en fait, la qualité. Alors, et sachant que, en fait, Bronson, il lui fait tout parce que il le bully physiquement, il le prend de vitesse. Des fois, il l'a sur l'intelligence de jeu avec des feintes, avec des dribbles. En fait, il lui fait tout. Vraiment, il le domine sur tous les aspects. Et Bronson est exceptionnel. Il met des tirs. Alors, il met pas que des tirs difficiles. Il y a aussi des tirs où il est ouvert, mais il est vraiment exceptionnel. Il est encore une fois très clutch. Lui, pour le coup, c'est marrant parce que tu sais, le trophée de joueur le plus clutch, moi, je continue de trouver ça super ridicule. Ce que je dis, c'est au final, c'est le joueur qui a mis le plus de points dans le clutch time. Mais pour le coup, Bronson, il est fidèle à sa réputation, quoi. Et il n'est pas seulement clutch dans le quatrième quart-temps. C'est-à-dire que Boston était devant à la mi-temps, même si je trouve que cet écart, contrairement aux autres matchs, c'était un écart un peu différent quand même. Donc déjà, il était moins important et c'était un écart qui s'expliquait par une adresse extrême dans certains moments. Je crois qu'ils mettent 9 paniers à 3 points quand même dans le premier quart-temps, dont certains très difficiles. Où De tu te dis, loin, de très notamment. loin, exactement. Où tu te dis ça, ils vont quand même peut-être pas les mettre toute la soirée, tu vois. Et du coup, dans le troisième quart-temps, Bronson, il ramène les Knicks, il les fait repasser devant. Donc Bronson, t'as raison, tout le monde était bon, mais il y a un autre gars, Mikal Bridges, honnêtement, il a fait un match. Ouais. C'est son meilleur match avec les Knicks en playoff. En fait, c'est simple. J'ai trouvé que c'était le Mikal Bridges qui est arrivé au net, tu sais, au tout début. Enfin, le Mikal Bridges percutant balle en main, même quand il ratait, en fait.
Il y avait une espèce de maîtrise balle en main. Il donnait du peps, il donnait du jus. Il créait des décalages à lui tout seul parce qu'il arrivait à mettre à mal cette défense de Boston. Il finit avec 23 points, 7 rebonds, 3 passes, 4 interceptions. Il a vraiment été déterminant lui aussi. Après, tu as raison. Tout le 5 majeur des Knicks. C'est simple. Les Knicks, ils ont construit leur 5 majeur pour battre les Celtics. Et ce match et cette série est en train de leur donner raison parce que le 5 majeur des Knicks a pris le dessus sur celui des Celtics. Ouais, il y a de ça. Mais pour revenir sur Bridges, alors il avait réussi à être déterminant sur d'autres matchs de la série, hein, les premiers avec les interceptions. Le match 2, il est dans son ensemble, il est très très offensivement, bon. Surtout. En fait, offensivement, oui. Je pense. Parce que c'est aussi là qu'on l'attendait un peu, parce que j'aime bien que tu reparles de cette parenthèse aux Nets avant qu'ils soient déprimés de voir ses potes de l'autre côté de la ville s'éclater. Moi, je leur dis souvent, on avait fait une draft des meilleurs lieutenants et j'avais pris Bridges quasiment en premier ou en deuxième, je me rappelle plus, mais parce que cette faculté offensive, elle normalement, on la voyait beaucoup plus à Brooklyn et je m'attendais à ce qu'elle se retranscrive davantage aux Knicks. Là, par contre, sur des matchs comme ça, c'est le deuxième joueur qui prend le plus de tirs à New York. C'est celui qui prend des tirs importants, tu vois, et qui les met. Il a été toujours actif en défense. Hein. Il fait encore 4 interceptions. Il a une bonne défense globale. Voilà, vraiment, je suis d'accord avec toi. C'est une de ses meilleures performances. C'était sa meilleure performance en playoff avec les Knicks au global. Il y a 23 points, 11 rebonds de Karl Anthony Towns, 20 points d'OJ Anunoby. Josh Hart, il met que 6 points, mais j'ai trouvé bon aussi. Il a notamment apporté pas mal de liens en attaque, en première mi-temps. Enfin bref, c'est toujours Josh Hart, 6 points, 9 rebonds, 5 passes aussi. Je reviens vite fait sur Tatum. Tatum, effectivement, il se blesse. Alors, pour le tendon d'Achille, il est quand même encore jeune, tu vois. Je pense que sur le niveau de jeu, à voir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on ne le verra pas l'an prochain, Jason Tatum, si c'est confirmé, si c'est bel et bien une déchirure du tendon d'Achille. Ça, c'est cruel pour Boston pour maintenant, parce que la série, elle est pas terminée, même si un comeback, il n'y a que 13 équipes qui ont réussi à remonter un 3-1. Voilà, en tout cas, si tu devais être à la 14e, tu devras le faire sans Tatum. C'est cruel pour l'an prochain. Ça va emmener ça entraîne. En fait, c'est une blessure qui entraîne énormément de choses. Cette élimination potentielle des Celtics, elle va entraîner énormément de choses. C'est une équipe qui coûte 500 millions. Il y a eu des nouveaux propriétaires. Il n'est pas du tout à exclure qu'il y ait un démantèlement d'une partie de l'effectif. Kristaps, parce que c'est marrant, j'ai dit le 5 des Knicks est en train de dominer celui des Celtics. On n'a pas le 5 des Celtics à pleine puissance. Et c'est un vrai facteur. Je me souviens que quand Boston est champion l'an dernier, cette saison, on s'est dit, quand je dis on, c'est tout le monde, c'est pas nous particulièrement, c'est l'avis général était quand même Boston a de la marge, mais a moins de marge. Cette fois-ci, il faudra Porzingis. Et Porzingis, il n'est pas dedans. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui traîne comme maladie, mais il n'est pas dedans. Et du coup, on n'a pas le 5 des Celtics à pleine puissance pour y avoir du changement. Et pardon, je reviens sur Tatum pour réagir à tout ça, si tu veux, Shai. Il faisait un match de patron quand même. Ah ouais. Il faisait un vrai match de bonhomme. 42 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 2 contres. Excellent en défense. Presque plus fort en défense qu'en attaque. Presque plus fort en défense qu'en attaque sur ce match. Parce qu'en attaque, il y a quelques mauvais choix, tu vois. Mais il fait un match de patron et il se blesse à 3 minutes de la fin. C'est assez terrible. Il avait répondu aux attentes, parce que sur le match précédent, c'est pas le joueur qui avait été le plus en vue à Boston. Là, il était, les gens réclamaient, les fans des Celtics, les autres réclamaient le top match d'un top joueur. C'est ce qu'il a fait. Et même si les Knicks étaient vraiment étaient repassés devant assez nettement, lui était totalement irréprochable. Il a joué comme une superstar. Les 42 points, la défense que tu as évoquée, c'est une issue vraiment cruelle, je trouve. Ça fait mal au cœur, honnêtement. Ouais, non, c'est clair que ça fait mal au cœur pour lui. Donc après, on l'a dit, bon, 3-1, c'est difficile à remonter. C'est particulier à remonter pour Boston. 13 équipes seulement qui l'ont fait. Il y aura un match 5 à Boston. Du côté des Knicks, on peut aussi parler de l'impact de Mitchell Robinson. Encore une fois en sortie de banc. Excellent. Encore une fois, excellent. Cette fois-ci, il n'a pas été envoyé sur la ligne des lancers francs. Ça se passe mieux pour lui quand c'est pas le cas. Et d'ailleurs, globalement, au rebond, la grosse présence au rebond des Knicks a fait une différence parce qu'il y a plein de deuxième chances. C'est ce qu'on disait, je crois que c'était dans le podcast d'hier. C'est quand tu
quand tu prends parfois des tirs casse-croûte, ce qui n'était pas nécessairement le cas, j'ai trouvé que ça se jouait quand même mieux du côté de New York sur ce match-là, vraiment. Mais quand tu prends des tirs casse-croûte, c'est important d'avoir des deuxièmes chances. En fait, si tu sais pas mettre en place toujours forcément du beau jeu, si au moins tu arrives à avoir plein d'occasions de marquer, c'était un peu le cas pour Houston, tu vois, par exemple, au premier tour, c'est qu'à un moment, ça finit par rentrer dedans. Et Robinson, là encore, 5 rebonds offensifs. En 25 minutes, c'est lui qui a de très loin, je sais pas si tu avais vu Chacha, il a de très très loin le meilleur plus-minus des playoffs pour les Knicks. Ouais, c'est pas étonnant parce que là encore sur ce match-là, Thibodeau a d'ailleurs mis McBride avec lui en même temps. Hein. Ils ont été les deux sur une période de 5-6 minutes et les Knicks ont nettement dominé les Celtics. C'est un joueur qui a apporté énormément déjà sur les premières saisons de sa carrière. On sentait le potentiel là, énorme rebondeur offensif, très bon protecteur de cercle. Le problème, c'est que c'est un joueur qui a été tellement blessé, tellement diminué qu'à chaque fois qu'il commençait à se montrer, il avait des problèmes physiques. Ben là, si sa contribution, ça doit être ça, ce sera déjà excellent et c'est très 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 important là sur ce match-là et sur cette série avec Porzingis. Pour revenir sur ce que tu disais, malheureusement il est anecdotique Porzingis. Sur le match précédent, c'est Horford qui fait le match à l'intérieur pour moi et sur ce match-là, il y a des séquences où avant il aurait été meilleur dans la protection de cercle et où je l'ai trouvé emprunté. 2-3 fois où Brunson il drive et il passe entre lui et je sais plus qui et il a pas le mordant, il a pas l'énergie, donc quel que soit le souci qu'il a, il est trop handicapant ce souci pour que les Celtics soient à pleine puissance. Donc t'additionnes toutes ces choses-là, on a déjà dû dire dans des séries qui ont été remontées sur les 3-1, c'est mort, il y a aucune chance. Il y a pas aucune chance, mais sans Tatum et avec un effectif diminué, franchement, c'est extrêmement compliqué. Surtout avec le profil qu'ont les Knicks là, où tu sens qu'en plus qu'ils sont pleine confiance. Toutes les équipes qui mènent sont confiance, mais je sens pas du tout l'excès de confiance là. Honnêtement, je les sens vraiment en mission et les Brunson, Hart, Bridges, tu vois bien que ça fanfaronne pas après quoi. C'est d'ailleurs Brunson qui à la fin du match a pas voulu célébrer trop. Il était en train de rappeler non, mais c'est pas terminé quoi. Et très bonne mentalité, incroyable quand même ce Jalen Brunson. C'est quand même un sacré joueur, un sacré caractère. Mais le plafond, un vrai leader, c'est le plafond. À chaque fois, on dit bon alors son plafond c'était au début c'était joueur de remplaçant intéressant, puis après meneur titulaire, c'est bien, ça c'est son rôle en NBA, puis après il devient franchise player Onyx, puis All-Star, puis Superstar, enfin je sais pas où il va s'arrêter. Je suis pas sûr que le plafond ait vraiment changé par contre la Shai sur ça. Le plafond change beaucoup en fait. Ça dépend comment on parle le plafond, mais il n'est pas un meilleur joueur là aujourd'hui qu'hier en fait. Il est toujours le même joueur. Non mais ce qu'il est capable où il est capable d'emmener une équipe, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça, tu vois. Oui. Et il répond de plus en plus présent. En tout cas, c'est peut-être pas la définition du plafond, mais quand on se dit contre Boston, ça va peut-être être trop limité si Brunson c'est ton meilleur joueur. Alors circonstances favorables ou pas, leur meilleur joueur c'est Brunson et il est en train de. C'est le meilleur joueur sur le terrain. C'est le meilleur joueur de la série. C'est le meilleur joueur de la série. Avant que Tatum se blesse. Oui, non mais c'est ça. Sur la série, en fait, blessure ou pas de Tatum, le meilleur joueur sur la série, c'est Brunson. C'est pour ça que voilà. Quand je dis plafond, ça peut être où on le classe dans un top 10, top 15 NBA. Ça peut être toutes ces choses-là, mais c'est très abstrait, je le reconnais. Mais c'est limite, peut-être les limites pour l'instant, là, il repousse les limites plus que le plafond, on va dire. Ouais, et les Knicks arrivent à retrouve une défense, il y a vraiment des trucs malgré la présence de Brunson, 4 font les efforts. Ouais. On est sur un 5 majeur. Je pense qu'il y a un aspect à ne pas sous-estimer, que j'ai même sans doute moi d'ailleurs sous-estimé, c'est ce 5 majeur, ils se kiffent en fait. Ces gars-là, tu vois, ils se kiffent et ils vont à la guerre ensemble. C'est un peu comme les Pacers, tu vois. Il y a des trucs, quand les gars se kiffent et vont à la guerre ensemble, ça crée quelque chose. Tu fais les efforts supplémentaires. Tu fais les efforts supplémentaires et c'est beau à voir ça aussi, tu vois. Ouais. Et il y a un truc, pareil si on reste sur Boston 2 secondes, imaginons qu'il y ait une élimination. Je t'avoue que là, un comeback, j'y crois plus. Là, sans Tatum, ça me semble vraiment impossible. Donc, si on part du principe qu'il y a élimination, c'est encore un champion en titre qui s'arrête avant les finales de conférence. Depuis les Warriors en 2019, qui avaient quand même Stephen Curry et Kevin Durant, entre autres, plus un Klay Thompson avant les blessures. À part ces Warriors-là, depuis ces Warriors-là, il n'y a plus une équipe qui est capable, ne serait-ce que d'aller en finale de conférence. Ah, c'est dur. Ça passe jamais le deuxième tour. Il y a vraiment de la fatigue. Et là, on le voit. Brown qui est blessé, que je trouve d'ailleurs très, très emprunté, Jalen Brown. Je suis désolé, mais il a très emprunté. Il a commencé les playoffs blessés. C'était une ouais, voilà.
Je sais pas à quel point c'est handicapant. Après, on peut dire que tous, ils sont tous diminués quelque part, hein, mais oui, t'as raison. C'est les drives de Brown, et je peux dire la même chose sur Tatum la plupart du temps, même si là je trouve que Tatum gérait un peu mieux son corps sur ses drives, notamment quand il s'arrêtait à mi-distance, je trouvais qu'il y avait plus de maîtrise que dans les matchs précédents. Mais les drives de Brown, je sais même pas si lui il sait où il va en fait. On disait ça de Kuminga à une époque. Franchement, il y a des moments, j'ai l'impression, il prend des espèces de tirs des fois sur ses drives. Alors il en met des fois, hein. Ça arrive qu'il en mette. Ça reste un bon joueur qui se bat et tout. C'est une star, mais je le trouve pas très bon. Après, il est effectivement peut-être diminué. On se doute qu'il y a de la fatigue chez les champions en titre, quoi. Mais c'est vrai que c'est les champions chaque année. Tu arrives au deuxième tour, t'es cuit, quoi. Ça répond plus. Ouais. Allez, on peut passer au deuxième match de la soirée. C'est avec une autre équipe qui mène 3-1. C'est Minnesota qui a encore pris le dessus sur Golden State. Victoire 117-110. Alors, le score réduit, là, c'est parce qu'à la fin, dans le quatrième quart-temps, les Timberwolves, à un moment, ont un peu arrêté de jouer. Mais sinon, dans le fond, troisième quart-temps, largement à l'avantage de Minnesota. Ils menaient de 20 points au début du quatrième. Ils s'étaient menés à la mi-temps. Il y avait 2 points d'avance pour les Warriors. Troisième quart-temps, largement à l'avantage des Timberwolves. 39-17. 31 points de Monsieur Julius Randle, 30 points d'Anthony Edwards. Voilà, ils ont mené la danse et il n'y avait pas de répondant en face. Il n'y avait pas de joueur capable de mettre des points vraiment du côté des Warriors à part Jonathan Kuminga. Victoire de Minnesota qui mène 3-1 et qui là aussi semble bien parti pour retrouver les finales de conférence. Golden State a fait une très bonne première mi-temps, vraiment. Enfin, ils ont tenu encore une fois en mettant dans le contexte de l'absence de Curry, j'ai trouvé qu'ils étaient bons. Et c'est le troisième, le retour des vestiaires. Les Wolves sont sortis totalement, peut-être pas possédés, mais vraiment concentrés, déterminés à ce que ça bouge. Et après, Edwards a d'ailleurs dit qu'il s'était fait bouger dans le vestiaire, que Chris Finch leur a dit qu'il jouait comme une équipe qui se savait déjà qualifiée, que c'était pas possible et tout. Et le troisième quart-temps, ça a été une boucherie et les Warriors avaient plus le répondant. Il y a un peu isolé un ou deux trucs intéressants à Golden State. Hein. Kuminga encore très très à son avantage, pardon, en sortie de banc. Mais au-delà de ça, fait sa pub pour sa prochaine équipe. C'est ça, il fait bien sa pub. Mais ceux qu'on attendait au tournant, enfin ceux dont les fans des Warriors pouvaient espérer qu'ils se montrent dans ce contexte-là, ça a encore été difficile. Hein. Butler a manqué de plein de trucs, de réussite et d'agressivité en attaque. Après le très bon match qu'il avait fait sur le dernier, Podziemski, il a pris ses tirs, mais il en a manqué un paquet, 3 sur 14. Et après l'écart fait dans le troisième quart-temps, c'était terminé. Et en fait, le tandem Randle-Edwards, c'était trop compliqué. Ouais, c'est ça. Et trop de star power. Trop de star power d'un côté. Déjà, en première mi-temps, Edwards, sur la toute fin, il met un tir à 3 points qui casse le moral. Les Warriors avaient quoi? Ils avaient 5 points d'avance. Tu te dis, c'est pas mal. Tu rentres à plus 5 à la mi-temps. T'as un léger matelas, et puis il claque un tir super loin qui te remet dedans. Et derrière, avec Randle, ils ont fait un taf énorme. Randle, toujours, enfin, chaque match, on le dit, mais là, c'est vraiment ces playoffs, le cliché de l'âge de la maturité, tu vois, la saison de la maturité, pardon, ça a l'air d'être ça pour lui. Et c'était trop compliqué à gérer pour ces Warriors-là, en tout cas. Randle et Edwards, à eux deux, ils ont mis plus de 3 points que toute l'équipe de Golden State. Ouais. Il y avait beaucoup trop d'adresses extérieures du côté des Timberwolves. Butler, effectivement, très agressif dans le game 3. Je crois que, tu vois, est-ce que tu es capable c'est ce que j'avais dit, est-ce que Butler, il fait 4 matchs de suite à plus de 30 points, tu vois, j'ai du mal à le voir aujourd'hui, en tout cas, peut-être pas cette année avec ses pépins, et là, beaucoup plus discret sur ce match-là, il finit avec 14 points. Ouais, il y a que, de toute façon, c'est simple, il y a que Kuminga qui met plus de 14 points. C'est le seul, ça manquait, il y avait plus de ressources en attaque. Encore, les 7 points d'écart, il y a les porteurs d'eau des Warriors qui finissent très fort le match et qui relancent un semblant de suspense, mais en vrai, c'était quand même assez nettement en faveur de Minnesota. Et ça se complique grandement, sachant que il y a toujours la question de savoir est-ce que Stephen Curry va jouer le Game 5, mais est-ce que même ça vaut le coup s'il est à 50%? Est-ce que c'est pas prendre un risque, le mec à 37 ans? Je suis même pas sûr qu'on le voit. On verra ce que va choisir Curry, ce que vont choisir les Warriors. Ils ont encore une raison de penser que Butler-Curry, ça peut encore être fort l'an prochain avec Draymond Green, qui a Podziemski qui va grandir. On verra ce qu'ils vont faire avec Kuminga. Moses Moody est passé complètement à côté de sa série lui aussi. Il a mis 0 panier, il est complètement sorti de la rotation. Ouais. Il peut y avoir des ajustements dans l'effectif à faire. Mais là, c'est pareil. C'est dur d'imaginer. Je sais qu'on prend des positions un peu définitives alors que les séries ne sont pas terminées, mais c'est dur d'imaginer Golden State passer cette série-là maintenant. Je pense comme toi que ce sera trop compliqué. Le prochain match est à Minneapolis, si je dis pas de bêtises.
ils peuvent finir à la maison. Ouais, c'est ça. Golden était à San Francisco. L'occasion est trop belle et pareil, c'est une équipe. Alors peut-être qu'en première mi-temps, effectivement, il y a eu un semblant de suffisance où ils les ont pas assez pris au sérieux. Mais derrière, c'est une équipe dès qu'elle est branchée, c'est terminé. C'était trop athlétique, trop fort en attaque avec ces deux-là, avec l'apport de McDaniels aussi quand même. Ouais, très bon sur ce toujours voilà sur des séquences qui est forte. Le troisième carton était choquant. Enfin la séquence où ils leur mettent 16 ou 17-0 là où il y a tout qui rentre et ils font des stops dans tous les sens. C'était impressionnant. C'est une équipe qui par instant est aussi très impressionnante, indépendamment de l'absence de Curry et de l'équipe adverse. C'est Minnesota vraiment, c'est fort. J'ai l'impression que les Warriors, le match qu'il fallait vraiment pas perdre, c'était le précédent en fait. Ouais. Celui où ils avaient beaucoup plus les cartes en main. Juste, je peux basculer dans la petite théorie du complot avant qu'on aborde la draft, la loterie, pardon. Là, on se dirige, donc il y a Minnesota qui est bien parti pour aller en finale de conférence. Il y a Indiana qui est bien parti pour aller en finale de conférence. Il y aura soit Denver, soit Oklahoma City. Donc là, j'ai pas cité des marchés très très glamour. Et il y aura potentiellement New York. Jalen Brunson, il va tirer combien de lancers francs par match sur la finale de conférence pour que la NBA s'assure qu'il y ait au moins New York en finale. Non, c'est une petite blague, mais on pourrait avoir une finale. Alors moi, par exemple, une finale Indiana-Denver, je trouverais ça magnifique. En termes de basket, je trouverais ça absolument incroyable. Par contre, va vendre ça, Indiana-Denver. Mais ça serait beau. Pareil, du même Indiana-Minnesota ou Indiana-Oklahoma City. Évidemment New York. New York donnerait des bonnes finales. Je restais juste sur les petits marchés. Mais tant mieux en fait. Enfin, si c'est ça, tant mieux parce que tu vois, c'était kiffant l'année où il y avait Phoenix-Milwaukee. Il y a de la certitude des équipes qu'on peut. Une des très belles finales ces dernières années. Là, moi, j'avoue que j'aime bien ça. C'est intéressant quand des équipes font des semi-dynasties ou des dynasties parce qu'il y a une répétition dans l'excellence. Mais c'est bien de voir aussi des équipes revenir sur le devant de la scène ou même si nous, si ce soit pas des gros marchés, ça change pas grand chose pour nous. Les fans de basket, ils doivent être contents quelle que soit l'issue, tu vois. Donc bon, on n'en est pas encore là, mais oui, il y a des petits scénarios qui se profilent. Là, même sur les finales de conférence, historiquement, on parlait du potentiel New York-Indiana, ça rappelle des choses, quoi. Il faut finir pour les deux. C'est pas terminé, mais c'est bien parti. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec la loterie parce que hier soir, il y a eu un miracle, Shai, un miracle. C'est-à-dire que les Mavericks, au fond du trou, avec 1,8% de chance, ont récupéré le droit de drafter Cooper Flagg. Je vais donner le top 3, après je te laisse la parole. Donc, premier choix, Dallas. Deuxième choix, San Antonio. Pareil, là, c'était quand même peu probable. Troisième choix, Philadelphie. C'était peu probable. Quatrième choix, Charlotte. Cinquième choix, Utah. Sixième, Washington. C'est terrible pour Utah et Washington, 5 et 6. Septième, New Orleans. Être aussi mauvais pour récupérer le septième choix. Huitième, Brooklyn. Ça valait le coup de récupérer les pics pour Brooklyn pour finalement terminer huitième. Neuvième, Toronto. Et dixième, Houston. Allez, je te laisse la parole. Je sais pas quoi dire en fait. Je suis extrêmement dépité. J'ai rien contre Dallas à la base. On va dire que c'est ce que disait Théo juste avant qu'on commence. On en discutait entre nous. On peut être content pour les fans des Mavs. Il y a un côté, allez, ils ont souffert, on les a privés du joueur qu'ils adoraient et tout, donc ils vont potentiellement récupérer un joueur là aussi d'un talent énorme, un des meilleurs prospects américains depuis longtemps. Si toutefois il n'est pas échangé contre un autre joueur, ça reste encore possible. Mais sinon, ouais, c'est assez. Tu vois, ça récompense. Ça récompense pas la médiocrité, mais le choix qui a été fait. En gros, Harrison et les Mavs et le front office vont avoir une deuxième chance, troisième chance, quatrième chance. C'est. Shai, ils ont même pas fait le choix. C'est ce qui me frustre le plus. Parce que moi, en fait, ils ont refusé de tanker. Exactement. Ouais. Parce que en fait, moi que Flagg arrive à Dallas, bon, on va revenir dessus. De toute façon, on va faire un podcast là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, ils ont refusé de tanker. Ils ont forcé Anthony Davis à jouer. Ils ont tout fait pour essayer d'accrocher le play-in et les playoffs. Même là-dessus, ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'au final, ils ont effectivement accroché le play-in et ils ont fini par sortir. C'est Memphis qui leur met une tôle sur le dernier match de play-in. Ils auraient pu accroître, en tankant, ils auraient pu accroître leur chance d'avoir le premier choix ou d'avoir un choix très haut placé. Non, ils ont refusé. Ils se sont retrouvés avec 1,8% de chance. Et là, bam, cadeau des dieux. Ou de la NBA selon la manière dont vous voulez voir les choses. Comment veux-tu
que les gens ils se disent pas c'est la WWE et pas la NBA, tout est scénarisé, c'est dur. Je dis pas ça, j'ai aucune preuve de quoi que ce soit, mais les 3 équipes qui sont aux 3 premières places, d'habitude, ça arrive qu'il y ait des reach comme ça. Il y a des années où, et après on peut dire complot, pas complot, on s'en fout, mais là, les 3 équipes qui ont fini aux 3 premières positions, elles n'ont pas démarré l'année avec l'objectif de faire la loterie, hein, quasiment. Elles espéraient toujours être... Alors, pour les Spurs, au moins play-in, peut-être, quand même. Il y avait un objectif raisonnable jusqu'à la victoire. Ouais, il y avait 2 candidats au titre dans le lot, quoi. Voilà. Et 2 candidats au titre. Donc, c'est ahurissant. Donc, c'est le hasard, voilà, on va dire. Mais c'est dur. J'imagine tous les autres fans qui espéraient, parce que c'est une année théoriquement importante. Il y a des années où on se dit, bon, ils ont pas le first pick, c'est pas grave. C'est pas pour, mais l'année où, la saison dernière, avec Chris Haché, Sarr et tout, il y avait pas, aucun joueur était identifié comme un prospect qui allait changer le profil, le visage de la NBA. On sait pas encore si Flag le fera, mais bon. A priori, c'est bien parti quand même. Quand même quelque chose, quoi. Donc, j'imagine les autres fanbases, et surtout, quand tu regardes, là, parmi toutes celles que tu as dit, à la place de Charlotte, Utah, Washington, même Brooklyn, New Orleans, enfin, des équipes qui ont vraiment tout fait pour être mauvais, et parfois depuis plusieurs saisons, le Jazz, on en reparlera dans le podcast consacré à ça, mais c'est... Grand perdant, le Jazz. Et les Wizards aussi. 2 équipes qui ont... Et encore, les Wizards ont pu piocher en 2, même si l'an dernier... Juste sur... Il y a dû avoir un petit ascenseur émotionnel quand même sur les fans des Spurs qui regardaient en direct la loterie. Parce que quand tu vois que Philly sort 3 et qu'il reste plus que San Antonio et Dallas, sachant que San Antonio avait plus de 6% d'avoir le premier choix, tu te dis « Oh, on va avoir Flag en plus de Wembanyama ». Et non, c'est Dallas qui a chopé le first pick, les 2 franchises texanes. Mais c'est vrai que tu vois, les 3 premières places de la draft, tu as l'impression que la NBA voulait absolument pas que Flag ou Harper terminent dans une franchise pourrie en reconstruction. D'ailleurs, je trouve ça très très bon pour San Antonio d'avoir le 2e choix. Et même sans le trade, parce que je pense que Harper, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, et je trouve ça vraiment vraiment bien pour San Antonio, même si bon, du coup, il y a De'Aaron Fox qui est déjà là. Mais je pense que ça peut être un joueur très intéressant. On parlait de Jalen Brunson qui fait sa force, c'est son footwork aussi. Harper, il est un peu dans le même style, grand, costaud, footwork dans la raquette. Ça peut vraiment être un joueur très très intéressant qui peut jouer avec Castle, qui peut jouer avec Fox, qui peut jouer avec Wembanyama. Donc les Spurs font aussi partie des grands vainqueurs. Et après, moi j'ai une question pour toi, oublions, donc Dallas a gagné la loterie. Ouais. Je vois que tu as encore du mal avec ça. Désespéré. Qu'est-ce que tu en penses pour Flag ? Alors, du coup, si on considère qu'ils vont le garder, ce qui reste encore à prouver, hein, il y a les décisions récentes. Quand même. Là, non, mais les décisions récentes, ils vont l'enfermer, ils vont le lyncher. Hein, non, il peut pas. Méfie-toi. Attention, s'il est sincère dans son optique d'être absolument compétitif maintenant, il peut les changer fort vite. Mais bien. Je sais pas, ils vont passer des coups de fil peut-être, Yanis et compagnie, ils vont essayer peut-être, parce que Yanis hier en plus on a appris que Yanis était ouvert, alors c'est progressif, hein. Cette fois là il est ouvert à l'idée de partir, de regarder s'il y a un meilleur fit pour lui que Milwaukee, donc voilà, faut se méfier, faut se méfier. Pour Flag, Dallas, je veux dire, s'il joue la saison prochaine, il va jouer quoi avec Anthony Davis et puis les joueurs autour, c'est pas mal, mais c'est pas... Moi, j'aurais préféré, c'est mes goûts perso. Moi, j'aime bien quand les mecs ils partent de zéro dans une franchise, de zéro ou presque, et que tu les vois grandir et que la franchise s'articule autour d'eux. Là, la situation de Dallas, elle est un peu particulière. Donc, moi, ça me plaît pas personnellement, mais par contre, il sera bon. Pour moi, Flag, il fait partie des joueurs qui seront bons partout. Donc là-dessus, le fit, il aurait été très fort à Charlotte, à Washington. Ça me pose pas de souci. Moi, c'est plus, c'est le déroulé de ce scénario-là qui me plaît pas, mais le fit sera bon, il y a pas de problème. Hein. Moi, je suis partagé pour lui. Je pense quand même qu'il y a du bon pour lui. Tu vois, moi, je suis pas archi convaincu que Cooper Flag, par exemple, tu le mets avec des joueurs pas très bons, genre dans un projet comme Washington, ça peut l'aider à se former, c'est sûr. Mais je trouve Cooper Flag, en fait, c'est un mec qui, dans le futur, la manière dont je vois Cooper Flag, c'est que c'est un gars qui sera ultra intéressant dans une équipe forte. Et là, pour le coup, il va arriver tout de suite dans une équipe forte. Alors oui, le problème, c'est un peu la timeline, quoi. Ils ont tout fait pour gagner maintenant. Lui, il a beau être fort. C'est rare, à part Tim Duncan qui mène ton équipe, ou les Magic Johnson, est-ce que Cooper Flag, il est vraiment dans cette veine en mode dès sa saison rookie ou sophomore, tout de suite, il a ce qu'il faut pour te faire passer un énorme cap? Je suis pas sûr, sachant que Duncan, il y avait David Robinson, qui est un joueur encore autre qu'Anthony Davis, et c'est vraiment pas de manquer de respect à Anthony Davis, c'est juste reconnaître le talent immense de Robinson.
Je trouve que c'est quand même intéressant pour Flag d'être dans une bonne équipe. Je trouve que le fit en termes de... Tu vois, Harrison, il veut une équipe grande et défensive. Ah, là, il va l'avoir. Hein. Flag, il est grand pour son poste. Il est two-way player, il défend. Même si Flag, je pense qu'à terme, il est plus quand même amené à jouer 4 que 3. Tu vois, c'est quand même... voilà, d'ailleurs, la raquette future Flag Lively, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Mais même Flag Davis Lively, ça va être très intéressant quand même. Ça va manquer de spacing par moment, mais ça va être intéressant. Il y aura une bonne équipe. Par contre, là où je suis un peu plus partagé pour lui, donc là, ça, c'est ce que moi m'enthousiasme un peu pour Flag. Là où je suis un peu plus circonspect, c'est que Davis, donc Kyrie Irving, déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va jouer. On ne sait pas à quel niveau il va revenir. On sait qu'il est plus proche de sa fin de carrière qu'autre chose. Si jamais il est en fin de contrat, donc imaginons que là, il prolonge cette année, ça veut dire que potentiellement, tu te retrouves soit avec un Kyrie qui est payé cher sur les prochaines années et tu n'as pas de marge de manœuvre financière, soit avec un Kyrie qui est plus dans l'effectif. Pareil, Anthony Davis, il va pas tarder à être plus dans l'effectif un jour ou l'autre. Et là, à ce moment-là, tu n'as plus de pic, en fait. Donc, tu n'as que Flag et tu n'as plus d'assets pour reconstruire autour de Flag. Ça, c'est ce qui va être un peu dangereux entre 2027 et 2030. Alors, c'est moins grave. Maintenant, ils ont déjà leurs joueurs du futur. Mais tu n'as plus les assets qui peuvent être intéressants. Par exemple, on voit comment les Spurs ont des assets autour de Wembanyama. Ça sert. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de routes possibles pour San Antonio. Tu te dis, ouais, tu peux trade machin ou tu peux faire grandir machin. Puis, tu vois, il y a plein de possibilités. Il n'y aura pas ça pour Dallas une fois que Flag rentrera a priori dans son prime d'ici 4-5 ans. En tout cas, c'est pas parti pour qu'il y ait ça. On ne sait jamais comment ça peut évoluer. Hein. Mais là, à l'instant T, il manque énormément de pics sur le moment où Flag rentrera doucement dans son prime. On en parlera plus en détail dans le podcast de cet après-midi. Voilà, on va revenir sur plusieurs équipes, sur Flag, sur la loterie avec Théo. Donc, n'hésitez pas à rester branchés. Shai, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Tout à fait. On se retrouvera aussi ce soir pour une late session. On pourra parler aussi de tout ça sur Twitch. J'imagine que vous aurez beaucoup de choses à dire sur le fait que Dallas est le first pick. Ça sera en direct autour de 23h15, 23h30. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao.